et merci d'écouter l'endurance des mots. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode sur un format un peu différent de la ligne éditoriale du podcast. J'ai réalisé que ça serait sympa aussi d'interviewer des auteurs et des autrices sur leurs livres. Alors vous allez voir, c'est pas exactement la même chose que les entretiens que vous allez découvrir au cours de cette saison, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Et écoutez, c'est parti! Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'accueillir un invité, ou je devrais dire plutôt une des plus grandes légendes du handball et du sport français, Nicolas Karabatic, tout juste retraité. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de rejoindre le podcast dans l'endurance des mots. J'ai eu la chance de lire ton autobiographie, Ma plus belle victoire, dont nous allons discuter aujourd'hui. 900, c'est le nombre approximatif que j'ai calculé de matchs que tu as joué depuis ton tout premier contrat pro. Alors ma première question, c'est quelle est cette plus belle victoire et est-ce qu'elle est parmi ces 900 matchs? Alors déjà, bonjour et merci de m'accueillir et merci de me permettre d'approfondir un peu le propos du livre. Ma plus belle victoire, au final, le titre, ça a presque été le plus dur à trouver parce que c'est dur, voilà, l'exercice de trouver un titre qui résume un livre et tant de choses. Donc j'ai pas mal galéré, on a pas mal galéré avec Basile, l'auteur et l'éditeur. Mais ce que j'ai bien aimé dans ma plus belle victoire, qui est un peu un titre qui peut être un peu généraliste et déjà vu, c'était le fait que ça ouvre une question en fait. C'est au final, c'est quoi ta plus belle victoire? C'est quoi ma plus belle victoire? Et ma plus belle victoire, au final, ça n'a pas été sur le terrain, ça a été une victoire sur moi-même à la fin, sur la compréhension de mon histoire, sur mes émotions, sur mes peurs, sur ce besoin de compétition, de me prouver des choses, sur mon ego aussi, et donc cette compréhension en fait presque de ma vie et de pourquoi j'en suis arrivé là, suite à un épisode de un peu commotion, burn-out que j'ai eu. Et ça a été ça ma plus belle victoire parce que ça a ouvert tellement de choses en moi et ça a été game changer parce que j'ai l'impression d'être presque devenu une autre personne après avoir vécu cet épisode-là. Justement, on va en parler. J'ai mentionné au début que tu étais jeune retraité. C'est une période délicate pour tout sportif ou toute sportive de haut niveau. Roger Federer explique que c'est fermer un chapitre et en ouvrir un autre. Michel Platini, lui, décrit cela comme une petite mort. Dans le prologue, tu déclares la version du Nicolas Karabatic handballeur est morte. C'est assez définitif et très détaché. Comment tu as préparé ce passage et surtout comment tu as vécu émotionnellement cette petite mort? Alors comment j'ai vécu ce passage à l'après et cette petite mort? Et en fait c'est vraiment une petite mort parce que tu dois faire un deuil d'une première vie qui a été intense, qui a été rêvée, qui a été une passion. Et au final, je l'ai préparé d'une certaine manière suite à cet épisode de commotion dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a commencé à enclencher pas mal de choses en moi, de questionnements. J'ai commencé à un travail introspectif sur mon histoire, sur ma relation à mes parents. J'ai commencé à faire de la méditation. J'ai commencé à travailler sur mes émotions, sur mes peurs, sur tout un tas de choses. Et sur mon mental aussi, qui jusque-là avait été une arme. Et pendant cet épisode de commotion a été... j'ai appris à le faire taire, mon mental, et à passer au-dessus. Et donc, ce travail-là a commencé à, en fait, j'étais arrivé à la fin d'une première version de moi-même, Nicolas qui voulait être le meilleur au monde et marquer l'histoire de mon sport et du sport français. Et j'allais vers une deuxième version qui me préparait un peu à l'après-carrière. Et du coup, le fait d'avoir fait tout ce travail-là, j'ai commencé à faire plein de lectures aussi. Quand le moment de la petite mort est arrivé, d'une certaine manière, j'étais déjà prêt parce que j'avais calmé un peu cet esprit de compétition, j'avais commencé à le comprendre, à le cerner, à apprendre aussi le lâcher prise, tout un tas de choses. Et donc quand c'est arrivé, même si c'est arrivé de manière brutale, parce que c'était pendant les Jeux de Paris et qu'on perd en quart de finale devant 28 000 personnes à Lille, qui était fou avec une ambiance incroyable. Et le lendemain après-midi, je suis sur mon canapé à 14h à regarder les autres Français et Françaises ramener des médailles et moi je suis là et c'est terminé. Donc c'était brutal, mais d'une certaine manière, je l'avais préparé, je l'avais anticipé et le passage a été beaucoup plus calme et beaucoup plus serein et j'ai pris moins de temps à m'adapter. Parce que c'est vrai, en fait, dans le livre, quand on suit en fait le déroulement un peu de ta carrière, tu parles
peu d'émotions et tu dis que tu n'as vraiment pas le temps de t'y attarder, justement, de certaines émotions, hein, on y reviendra. Ouais. Durant la lecture, on est pris dans un tourbillon entre préparation physique, déplacement, match, 23 ans de carrière millimétrée au jour près. Donc je te cite, je n'ai jamais pris le temps de réfléchir aux événements de ma vie, je m'en détachais aussitôt après les avoir vécus, j'allais toujours de l'avant, c'était la condition pour devenir le meilleur. Donc j'ai repris un peu, tu dis te blinder, te protéger de ces émotions. Donc c'est un peu des termes. Penses-tu justement qu'une partie de ton succès sportif repose sur ce détachement que tu avais, sur le fait d'être sur le moment présent, sur l'exécution au niveau de tes matchs? Oui, je pense qu'une partie, pas qu'une partie, mais une grande partie de mon succès en carrière et de ma réussite collective individuelle vient du fait que mon mental était très fort et que j'arrivais d'une certaine manière à me blinder de tout un tas de choses, d'émotions, de pression, de résultats, pression du public, de tout ça, je pensais avec mon mental de réussir à contrôler tout ça, d'avoir une discipline de fer, une volonté aussi, une détermination à tout prix. Et ça a été, oui, la clé de mon succès et pendant de longues années. Mais voilà, il y a eu un moment où j'ai dû apprendre à lâcher un petit peu tout ça. Bah justement, tu vois, dans ta carrière, tu mentionnes des hommes brillants avec lesquels tu as pu te préparer et te réparer physiquement, mais quasi jamais de psychologue, hormis au Krebs de Montpellier, où tu y allais pas trop, Ouais. et ni de préparateur mental. Penses-tu que tu en aurais eu besoin de ce soutien peut-être plus tôt? Je ne pense pas que j'aurais eu besoin de ce soutien plus tôt, parce que j'étais dans un mode guerrier, conquérant, qui avançait, qui ne s'attardait pas sur les choses. Mais d'une certaine manière, en écrivant ce livre aussi, ça m'a permis de faire un travail d'introspection, de regarder. Je me suis rendu compte que en fait, j'avais un préparateur mental. C'était mon papa. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir eu un papa qui était plus qu'un papa. C'était un guide, c'était mon entraîneur, c'était mon préparateur mental, mon agent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il m'a préparé toute ma jeunesse parce qu'il a senti, moi je l'avais verbalisé, je veux être un jour le meilleur joueur au monde. Il m'a dit, je vais t'accompagner. Mais il n'a pas verbalisé comme ça, mais il m'a accompagné et il m'a distillé plein de petits mantras sur tout un tas de choses qui sont restées gravées en moi en fait et qui m'ont accompagné. Et quand une situation difficile arrivait, je me souvenais que il y avait cette préparation que mon père avait mis en place et qui était là sur tout un tas de thèmes, ne pas me plaindre, la difficulté à traverser, la résilience, la douleur, sur tout un tas de choses. Et en fait, au final, j'ai eu un préparateur mental, c'était mon père, et j'ai eu la chance parce que je savais qu'il était là pour mon bien. Et est-ce que justement, toi, en tant que joueur, tu as pu voir d'autres joueurs dans une détresse psychologique auquel tu aurais voulu peut-être répondre ou tu n'avais peut-être pas les armes à ce moment-là par rapport justement à la fin de ta carrière? Oui, j'ai vu des copains à moi, des joueurs, des coéquipiers être en difficulté mentalement et de les voir dans des états où on n'aimerait pas avoir ses proches et ses amis et de me rendre compte qu'au final, j'ai essayé de les aider en étant proche, en étant dispo si jamais ils avaient besoin. Mais je me suis rendu compte que en fait, on ne peut pas forcer quelqu'un à ouvrir la porte pour qu'on l'aide. Ça doit venir de la personne qui doit s'ouvrir qui doit aussi pouvoir demander de l'aide, verbaliser son problème et s'ouvrir. Et donc, quand j'avais des proches autour de moi, j'ai essayé d'être le plus disponible possible, mais sans jamais forcer les choses parce que on peut pas forcer les gens à s'ouvrir, à se préparer mentalement, à accepter de l'aide. Il faut qu'ils verbalisent. Et c'est aussi un petit peu le but de mon livre, de montrer que quand on admet qu'on est dans la difficulté, qu'on est faible, déjà que tout le monde peut être dans la difficulté, et que quand on l'admet, on a de l'aide, on reçoit de l'aide, on reçoit de l'amour. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut grandir. Oui, et surtout être plus proche finalement de ses partenaires. Ouais. Paradoxalement, on sent que tu utilises d'autres émotions sur le terrain. Tu mentionnais justement être un peu guerrier pour alimenter ton énergie sportive et professionnelle. Donc moi, j'ai noté la haine de la défaite, la rage, le sentiment d'injustice, la colère. Et je te cite, « Jamais je ne serais devenu pas seulement le joueur, mais l'homme que je suis aujourd'hui sans avoir été ainsi traîné dans la boue, raillé, insulté, rendu responsable de tous les maux de mon sport. Il faut parfois descendre au plus bas pour pouvoir renaître. » Alors, ce sont des émotions qu'on classerait comme assez masculines. Oui.
mais aussi très dur et peut-être parfois toxique. Alors moi, ma petite question, c'est à partir de quand tu as commencé à dépasser l'usage de la colère comme moteur ou à comprendre que ce n'était pas 100% sain sur le long terme? J'ai commencé à comprendre que l'usage de la colère n'était pas sain, surtout sur le long terme, plutôt vers la fin de ma carrière, quand je me rendais compte de temps en temps sur des matchs, quand je me servais de la colère sur une injustice, je me rendais compte en fait que ça me prenait de l'énergie, ou quand en après-match, si j'avais pas été content pour X ou Y raison, par rapport à l'entraîneur, aux arbitres ou je sais quoi, mon énergie elle tombait et je me disais c'est assez fou qu'une émotion puisse aller taper dans ton énergie. Et du coup, voilà, c'est sur la fin que j'ai compris ça. Mais pendant tout un moment de ma carrière, je me suis servi de cette colère, de ce feu intérieur. Et c'est vrai que au final, quand on est compétiteur et qu'on a pour envie d'être le meilleur au monde, ça part au final de quelque chose qui est pas forcément sain, d'un besoin de se comparer, de prouver des choses aux autres, à soi-même. Mais la colère m'a porté très loin. Après, j'étais pas en colère tout le temps, Non. donc j'en parle, mais je veux dire, mais il y avait quelque chose de ça. Sur un terrain, j'étais un guerrier, je me voyais un peu en samouraï, j'étais prêt à mourir sur le terrain s'il fallait, et je n'envisageais ma pratique que comme ça. Et voilà, et heureusement, j'ai changé à la fin parce que je suis content au final de ne pas être mort sur un terrain. Nous aussi, on est contents. Mais justement, tu vois, au sujet de ton enfance, moi, il y a un passage qui m'a frappée. Je sais pas si tu te souviens de ce passage. Tu mets donc ma mère nous cajole beaucoup, ce qui a le don de m'énerver. À l'inverse, mon père ne nous ménage pas, nous engueule à chaque blessure comme si c'était notre faute, et c'est encore pire si on pleure. Il a cette phrase répétée toute notre jeunesse qui me laisse un peu perplexe, et tu vois, ça s'est mis au présent. Les Turcs, quand il se faisait couper la tête, il ne pleurait pas. Oui. Donc, alors c'est vrai que ça s'inscrit vraiment dans un schéma familial traditionnel avec la maman qui est douce et le père qui est dur. Est-ce qu'avec le recul, tu penses que ça a justement conditionné ton approche des émotions dans la première partie de ta carrière? Je sais pas si ça a conditionné mon approche sur les émotions. Après, paradoxalement, j'ai ma maman qui nous a donné, et à mon frère et à moi, un amour inconditionnel et infini, même presque trop, à nous cajoler, à nous plaindre tout le temps, et moi ça avait le don de m'énerver. C'est génial. Et mon père avait un peu ce côté dur, dans le sens, si tu as un objectif dans la vie, on s'en donne les moyens. Et là-dessus, on ne transige pas, la discipline, le Ouais. travail, tout ça. Mais il avait un autre côté aussi très chaleureux, très humain, avec beaucoup d'amour. Donc on recevait les deux. Et il m'a inculqué un peu ce paradoxe aussi d'être presque deux personnes, d'être une personne sur le terrain, un guerrier, d'être à 200% dedans, prêt à mourir sur un terrain, et en même temps, une fois qu'on sortait de là, à être joyeux, heureux. Oui. Et donc, il m'a inculqué ça. Et donc, j'avais un peu ce paradoxe en moi de ressentir les deux émotions, l'amour infini de mes parents, de sentir, d'avoir ça en moi, mais en même temps d'être un sportif très masculin, qui veut être le meilleur au monde dans un sport aussi collectif, avec une équipe, dans un milieu masculin. Et donc, j'ai appris à m'adapter, mais j'ai appris à ressentir ces émotions d'amour, mais de les garder pour moi au début. Et surtout, de pas forcément comprendre tout de suite que l'amour qu'on a en soi, en fait, c'est une énergie dans laquelle on peut puiser, et dont on peut ressentir même des bienfaits physiques, et sur notre humeur et sur notre énergie. Oui, est-ce que tu pourrais te dire un peu que c'était comme si tu mettais un masque au moment de devenir joueur, comme si c'était deux identités différentes? Ouais, oui, je mettais un masque, je rentrais sur le terrain, et une fois que j'étais sur le terrain, on met un masque, hyper concentration, un sérieux à toute épreuve, une détermination, une exigence envers moi-même, mes coéquipiers. Donc ouais, sur le terrain, j'étais pas là pour rigoler, c'était pour gagner, et il n'y avait pas d'autres alternatives. En même temps, c'était mon métier, Oui. j'étais recruté pour ça, et c'est pour ça que j'étais bon dans mes équipes, et c'était ce qui faisait aussi une de mes forces, d'être mentalement très exigeant envers moi-même, ce qui me permettait d'être exigeant envers mes coéquipiers et d'apporter ce niveau de discipline et d'exigence, et qui, je pense, nous a aussi servi. Mais ouais, ça a été aussi cool d'apprendre à couper, et d'apprendre aussi à sortir de ce personnage pour bien vivre au final cet degré d'exigence et de compétition de très haut niveau. Tu mentionnais un moment de bascule sur lequel j'aimerais revenir. Tu écris à l'époque, après le décès de ton père: j'ai encore cette croyance qu'on ne doit pas pleurer devant les autres. Cela me conforte dans mon rôle de rock. Et il y a eu ce moment de bascule avec Jérôme, quelques années, donc pas mal d'années même plus tard. Est-ce que tu peux revenir sur ça, puisque tu l'as un peu évoqué en introduction? Ce moment de bascule, en fait, je me suis mis à comprendre aussi, et à embrasser mes émotions, et à
à ressentir. Quand j'ai commencé ce travail de méditation, de reconnexion à moi-même, à mon enfant intérieur, à l'amour que j'avais en moi, j'ai plein d'émotions qui sont ressorties. Je me suis mis à être beaucoup plus à fleur de peau, à accepter aussi de ne pas avoir honte, de pleurer en public, sur des interviews où j'évoquais voilà, mon papa, plein Ouais. de choses, devant mes coéquipiers. Sur tout un tas de moments, de ne plus avoir honte de pleurer, de ne pas me cacher le soir dans mon lit pour pleurer en fait. Parce que voilà, mon père était plus là ou pour d'autres raisons et d'apprendre voilà, à ouvrir, à accepter les émotions, à les ressentir, à pas en avoir honte. Et ça a été aussi assez. Après, tu vois, c'est drôle quand j'ai lu justement ton livre et que je suis arrivée sur ce passage. Pour moi, tout de suite, je me suis dit, parce que je sais pas si justement tu lis un peu de littérature féministe, mais pour moi, en fait, ta démarche, c'est vraiment en fait qu'on parle en fait d'homme déconstruit. Je sais pas si ça te parle cette notion, mais un homme déconstruit, c'est une expression qui décrit un homme qui remet en question les comportements, stéréotypes et privilèges traditionnels associés au genre masculin. Et c'est un peu ce que tu décris. Donc, l'objectif, c'est adopter des attitudes plus conscientes, égalitaires et respectueuses. Donc, en pratique, c'est remettre en question les normes de masculinité, donc accepter ses émotions, montrer sa vulnérabilité, refuser la pression de toujours être fort. Et donc, justement, il y a une phrase où tu expliques: je dois accepter le féminin qui est en moi en me réconciliant avec les femmes de ma famille. Donc, est-ce que je voulais savoir si ça te parle, justement, cette notion d'homme déconstruit? Parce que je sais que des fois, on n'est pas très à l'aise avec le féminisme dans le sport, et encore plus quand on est un homme. Non, moi je suis tout à fait à l'aise avec ce thème et le fait voilà, de commencer à travailler sur moi et de comprendre, enfin pas de comprendre, mais de ressentir ce concept que en nous tous, qu'on soit de sexe masculin, féminin, peu importe notre sexualité, qu'on a tous en nous euh, une énergie féminine, une énergie masculine. Après, les mots, c'est juste les mots qu'on a choisi de Ouais, ouais. poser dessus, mais que voilà, le féminin, c'est tout le côté sensibilité, empathie, bienveillance, amour, et le masculin, c'est plus le côté ben voilà, La force. faire la Oui. force, enfin créer, faire, être dans l'action, et qu'on a tout ça en soi en fait, et que euh, Oui, les deux il peuvent faut cohabiter. l'équilibrer et que Oui. les deux cohabitent et qu'il n'y a pas de un côté mauvais, un côté bon, mais que il faut équilibrer les deux et qu'on a tout ça en soi. Et pour moi, ça a été fou. Et de me rendre compte aussi que ben, dans le féminin, dans ce côté amour, on peut puiser d'énergie, de bienveillance, d'amour qui nous servent à être un être humain équilibré en fait. Et ouais, ça a été assez fou pour moi de comprendre et surtout de le ressentir. Et ça m'a beaucoup apaisé, beaucoup équilibré et ça a été assez fou. Et donc je suis heureux d'avoir voilà, ressenti ce concept-là. Cette déconstruction du Et masculin. ouais, c'est pas déconstruction du masculin, mais c'est de comprendre voilà, fonctionnement et les énergies qu'on a en nous et qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit homo, hétéro, LGBT, enfin, on Ouais. s'en fout en fait, on a tout ça en nous. Et j'ai vu même dans mon entourage du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes qui avaient des énergies très masculines et de le voir, c'était marrant et de voir et de me regarder moi presque des années avant et de voir mon comportement et qui était aussi influencé par la société, par les modèles qu'on avait, par les modèles de comportement qu'on avait. Donc ouais, ça a été assez fou et j'ai trouvé ça très très intéressant. Après, tu vois, justement, montrer sa vulnérabilité, c'est quelque chose, je pense, qui est peut-être contre-intuitif dans un milieu comme le handball. Justement, tu parles beaucoup d'être des guerriers et le champ lexical de la guerre pour vous motiver en avant-match est super présent. Oui. Il y a des discours, toi-même, tu dis on est comme des vikings, on part au JO
Delonde le couteau entre les dents. Donc Ouais. c'est des images, tu vois, assez violentes. Comment, justement, sur la fin de ta carrière, tu as réussi à concilier donc, cette nouvelle masculinité et cette hyper-masculinité qui est liée finalement à la pratique du sport comme le handball? Bah, c'est en fait en acceptant ces deux côtés, ces deux pôles que j'ai en moi et qu'on a tous en soi, et qu'au final, le hand est un sport de contact, est un sport très masculin. Et je dis pas homme ou femme, mais énergie très masculine, où on se rentre dedans, où on va à la confrontation avec l'adversaire, comme on l'a dit, à la guerre des Vikings. Et c'est ok en fait, et le sport est comme ça, et ce type de sport veut ça. Et en même temps, une fois que je sors du terrain et de ce mode-là, je redeviens, je me reconnecte à mon côté plus équilibré, plus doux, plus empathique, et j'accepte d'aller vers ça et de l'équilibrer. Donc voilà, c'est accepter les deux côtés qu'on a en soi, sans juger l'un ni l'autre, Ouais. et à apprendre à naviguer avec les deux. Et est-ce que, je vais reprendre d'ailleurs une petite expression que tu as utilisée, est-ce que c'était pas plus facile dans ta position de vieux papy d'accéder justement à être plus vulnérable, parce que c'est peut-être plus difficile justement pour des jeunes joueurs d'accepter ces deux sentiments et de se montrer plus vulnérable, donc de fait peut-être plus attaquable par d'autres équipes, des journalistes, des coéquipiers? Parce que tu vois, j'ai l'image, des fois il faut se montrer très fort à l'entraînement, rien que pour pouvoir ensuite jouer le match, donc c'est peut-être difficile ensuite de se montrer vulnérable auprès de ses autres coéquipiers. Est-ce que c'était plus facile dans ma position ou pas? Je sais pas. Je me suis pas posé cette question. Je me suis quand même dit, est-ce que je vais parler de tout ça, parce que je vais peut-être passer pour un fou, un farfelu, de parler d'énergie masculine, d'énergie féminine, de respiration, pleine conscience, de faire des câlins aux arbres. Je sais pas si c'est plus facile, parce que c'est pas que j'avais beaucoup à perdre, mais c'est de me dire de parler de ma vulnérabilité, de moments difficiles, et de remise en question comme ça, à un moment où j'étais un athlète qui avait une carrière incroyable et qui avait tout gagné. J'avais aussi un peu de choses, pas à perdre, mais de remise en question à faire. Non, au final, moi, j'ai trouvé que on est plus courageux à parler de ces difficultés qu'à les cacher et faire semblant qu'on n'en a pas. Mais quand on est plus jeune, ouais, c'est sûr que quand on est plus jeune, qu'on arrive dans une équipe, on a envie de s'adapter, on a envie de prouver, de montrer que l'équipe peut compter sur nous. Mais de toute façon, je trouve que les consciences évoluent aussi, et que les plus vieux d'aujourd'hui, ils ont aussi évolué, et ils montrent l'exemple. Mais bon, c'est dur de globaliser et de dire que pour un jeune, c'est plus difficile aujourd'hui. Non, je pense que c'est... Maintenant, en tout cas, c'est admis que tout le monde peut avoir des difficultés, et qu'on ne va pas placarder quelqu'un ou un jeune joueur qui est en difficulté, et qu'on va le mettre à la porte, ou qu'on va le virer de l'équipe. On va plutôt essayer de l'aider et de comprendre. Alors qu'il y a peut-être 20 ans, on en aurait pris un autre, et ça aurait été une manière de sélection naturelle presque. Si tu n'es pas apte à supporter la pression d'être dans une équipe et de performer, on en prend un autre. T'es pas pour le haut niveau, t'es pas fort mentalement, et voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile de parler de ces difficultés, qu'on soit jeune ou vieux. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur avec Lucas, la transmission. Qu'est-ce que souhaitez mettre en place par rapport peut-être à la préparation mentale ou des centres? Est-ce que justement tu souhaites intégrer plus de préparation mentale, ou quelque chose qui se rapproche de ta propre démarche avec la méditation? Oui, avec la transmission, ça, c'est un sujet qui était très important pour notre papa. Et c'était quelqu'un qui est très humain, qui parlait aux plus jeunes, aux plus vieux, qui était vraiment dans la transmission. Et nous, pendant tout un moment de ma carrière, je savais il y avait des gens qui me regardaient, des enfants et tout, mais on se blinde un peu, parce que ça peut mettre beaucoup de pression. Et là, avec la fin de ma carrière, le fait d'avoir des enfants aussi, je me suis beaucoup plus ouvert à ça. Transmission, au pouvoir que j'avais et à l'impact que j'avais sur les jeunes handballeurs, handballeuses, sur les jeunes sportifs. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir dans la transmission. Et donc, mon père avait créé des stages de handball à notre nom. On a donné notre nom au stage, qui existe depuis 20 ans presque, dans notre ancien club à Frontignan, pour aider un peu le club et les joueurs locaux. Et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui ça existe encore, et qu'on aimerait le développer. On aimerait créer notre lieu, avoir notre lieu pour pouvoir faire encore plus de stages, pour pouvoir encore plus parler de notre passion, transmettre les clés qui ont fait notre réussite, et parler aussi peut-être un petit peu de cet alignement pour être quelqu'un d'équilibré, de comprendre qu'il y a moi j'ai compris qu'il y avait 4 pôles. Il y avait le mental, le physique,
les émotions et tout le côté énergie qui est un peu plus diffus, qu'on peut accéder avec la méditation, avec tout ça. Mais voilà, de parler un petit peu d'ouvrir les horizons et de parler de tout ça, ouais, ça m'intéresse et je le fais. C'est un des propos du livre aussi, donc ça m'intéresse de le transmettre et peut-être de planter la petite graine à d'autres personnes et que ça fasse boule de neige, ce serait génial. En tout cas, on espère. Pour conclure sur les mots et la motivation, dans Endurance des mots, on parle de l'impact que les mots peuvent avoir sur la pratique sportive. Donc j'ai bien compris au fil du livre qu'il y avait des fois des discours qui avaient eu énormément d'impact sur les matchs ou même certaines finales que tu as jouées. Donc tu évoques souvent des discours de coéquipiers, d'entraîneurs ou même d'ailleurs le tien. Aujourd'hui, quand tu pratiques un sport, est-ce que là, tu as toujours des mots ou des phrases qui te motivent ou te touchent particulièrement et que tu te répètes? Aujourd'hui, maintenant, quand je pratique, quand je fais du sport, j'essaie de changer ma programmation et de plus être en mode sport, je repousse mes limites, je suis en compète, il faut que je gagne à tout prix. J'apprends maintenant à être dans le sport plaisir, Bienveillant, dans ouais. le sport passion aussi, dans le sport plaisir pour moi, pour mon corps aussi, pour ma santé. Et voilà, c'est les choses que je me répète maintenant, c'est quand je vais faire du sport, voilà, j'ai pas besoin de pousser la machine à bout et d'aller dans mes retranchements et mes limites. Je fais du sport pour mon plaisir, pour être en bonne santé et physique et mentale. Et donc voilà, maintenant je mets l'accent là-dessus, sur le plaisir lié au sport. Et c'est ce dont je parle aussi quand j'en parle à mes enfants, tout ça, aux petits jeunes, j'essaie de mettre l'accent sur le plaisir et sur toutes les valeurs du sport. Ça marche. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Je remercie encore les Étoiles du Sport pour l'organisation de cette interview avec Nicolas Karabatic. Cette lecture m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort, mais appréciant maintenant le sport avec un grand S, découvrir l'autobiographie de Nicolas Karabatic m'a été extrêmement enrichissant. J'ai pu découvrir et poser un regard différent sur le sport de haut niveau, comprendre comment la performance aussi se construit, pas uniquement sur le terrain ou aux entraînements. L'Endurance des mots est pour moi un podcast, mais aussi un projet pour me faire sortir de ma zone de confort. Et je dois pas vous cacher, les amis, que la lecture, la préparation, puis l'interview avec un tel monument du sport français qu'est Nicolas Karabatic m'a vraiment fait sortir de cette fameuse zone de confort. Ça m'a aussi convaincu de vous proposer plus souvent ces épisodes au cours des saisons. Alors je vous rassure, ça sera toujours en plus des autres, mais c'est quand même un format sympa. J'ai hâte vraiment d'avoir vos retours. Pensez à laisser 5 étoiles sur vos applis d'écoute, voir vos appréciations si vous avez le temps sur Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur Deezer, Spotify, Apple, l'application que vous préférez. On se retrouve sur Instagram, l'Endurance des mots, pour plus de nouveautés et bien sûr un petit concours surprise sur ce livre. En attendant le prochain épisode, à très vite et merci d'être là.